Ce soir au Lab Secret, une émission paranormale qui ne se déroule pas comme prévu. Des révélations qui ne font pas nécessairement le plaisir de tout le monde. Bienvenue au Lab Secret. Christian? Oui. Content de te retrouver? Moi aussi. Après, pour les gens qui nous écoutent à l'occasion, on a grisonné. Ouais. On a pris quelques livres également et quelques plis. Mais ça, c'est la sagesse. Exactement. je n'aurais pas pu le dire avec autant d'élégance. Écoute, je suis content de te retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vraiment est sur toutes les lèvres depuis quelque temps. Oui. Tu vas nous parler d'OVNI aujourd'hui. Oui, effectivement. On sait que depuis 2017, on va revenir sur ce sujet-là, mais depuis 2017, il y a eu des révélations dans le New York Times qui ont replacé le phénomène des OVNI sur le devant de la scène. L'affaire est remontée jusqu'en haut lieu. On parle même du Congrès, de l'administration. Et éventuellement, on a chargé le département de la Défense de rouvrir une enquête sur le phénomène des OVNI. Donc, on va parler de ces conclusions-là, où on en est. Et comme tu le sais, si on veut savoir où on s'en va, on doit savoir d'où on vient. Donc, c'est vrai que le gouvernement américain, principalement le département de la Défense, ont une longue histoire avec un long contentieux avec le phénomène des OVNI. Donc, on va regarder un peu ce qui a été fait, ce qui se fait en ce moment et qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années sur la question des OVNI. Moi, je suis très excité de mon premier sujet parce que pour une des rares fois, je te parle de quelque chose dont tu n'es pas vraiment au courant. Effectivement. C'est un peu de quoi on va parler. L'émission s'appelle Ghostwatch. C'est une émission qui a été diffusée au Royaume-Uni, BBC One, en 1992, le 31 octobre. Okay. Alors, c'est soit... T'avais quel âge en 92? En 1992, j'avais 29 ans. OK. On avait vraiment tapissé la télévision et la radio de promo qui disaient « Soyez là le 31 octobre, nos caméras seront en direct d'une maison qui est aux prises avec des problèmes de poltergeist, qui est ton phénomène paranormal, je pense, le seul auquel tu crois. Oui. » Bon. Est-ce que tu aurais été devant la télévision? Ah, certainement. Oui, certainement. À l'époque, il y a des gens qui peuvent peut-être le capter par satellite, mais on est en 92. Il n'y a pas d'Internet. Il y a peu de gens ici qui ont écouté cette émission-là. Mais le Royaume-Uni au complet est devant la télévision. C'est pas très... Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pas très surprenant non plus parce qu'on est aussi avant la période des chasseurs de fantômes. Donc, toutes ces émissions de télé-réalité où on suit des chasseurs de fantômes. Donc là, les gens sont un peu familiers avec ce genre d'investigation. Mais c'est vrai qu'au milieu des années 90, mis à part les gens qui étaient impliqués dans ce type de recherche, pour la plupart, pour le commun des mortels, ça demeurait un univers un peu obscur. Absolument. Et la façon dont on a présenté ça aux gens, on leur a dit, nous serons en direct. Il y aura des caméras à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison, cette maison qui vit des phénomènes de poltergeist. Il arrivera quelque chose, il arrivera rien, je ne sais pas, mais il y aura également des gens sur place, des psychologues qui seront en studio pour prendre vos appels. Vous nous appelez, vous nous contez vos histoires de peur, on aura quelqu'un pour jaser tout ça. Et une fois de temps en temps, on ira faire un tour dans la maison. Et la raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils ont vu des images sur une caméra de surveillance qui les a surpris. Voici les images. The program you're about to watch is a unique live investigation of the supernatural. It contains material which some viewers may find to be disturbing. No creaking gates, no Gothic towers, no shutter windows. Yet for the past 10 months, this house has been the focus of an astonishing barrage of supernatural activity. This footage was shot by parapsychologists investigating the case. Now, you're about to see one of the incidents that have earned this house its reputation. Let's see what you think. Turn the light off. Mum said if you don't... Right, all right?
Toi, tu as 29 ans, tu tripes sur le paranormal, on est à 92. Est-ce que tu es devant la télévision présentement en train de te dire, hey... Déjà, il y a des éléments qui me soulèvent le questionnement. Ah, déjà? Déjà. OK. Les éléments que faisait une caméra de sécurité dans la chambre des fillettes? Exactement. Première question qu'on doit se poser. Deuxièmement, il y a un phénomène bien connu en Angleterre qui s'appelle le poltergeist de Enfield, qui impliquait justement 2 fillettes dans 2 lits côte à côte. Donc, qui ressemble étrangement à ce qu'on vient de voir là. On a l'impression qu'on s'est inspiré du poltergeist d'Enfield pour la mise en scène. Ça se peut. Donc, déjà, j'aurais, comme intéressé du paranormal, j'aurais déjà ces 2 éléments-là qui m'auraient soulevé là, un questionnement. Mais le commun des mortels qui est devant l'écran là, est vraiment captivé à ce moment-là. Ouais. Alors, l'émission commence. Ça dure une trentaine de minutes. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. On va à l'occasion sur les lieux, parler avec une reporter qui est sur place. Il y a même quelqu'un à l'extérieur qui, lui, prend pas ça trop au sérieux en passant. Le gars qui est dehors fait beaucoup de clownerie, il trouve ça drôle, puis je pense qu'il croit pas à ça. À la 30e minute, il décide d'aller écouter un ruban audio qui me rappelle un peu l'histoire d'Annelise Michel. Oui. Parce qu'une des enfants qui vit dans cette maison-là a été prise avec des problèmes de voix gutturale. Sa voix a changé. Alors, pendant qu'ils écoutent le ruban, les gens sont bien sûr intrigués, écoutent, ont peur. Mais pendant que la caméra coupe sur la psychologue, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Dans le noir, on va apparaître une forme à côté de la psychologue. Alors maintenant que je vous l'ai dit, regardez attentivement et vous allez voir, à la 4e seconde du plan de la psychologue, une forme apparaît dans le fond. Déjà, tu me permets, mais déjà là, j'aurais eu un autre questionnement. Oui. Dans le poltergeist d'Enfield, 1977, un cas célèbre dans les annales de la parapsychologie, justement, l'une des 2 fillettes Oxon disait canaliser l'énergie ou la présence d'une entité, et elle parlait également avec une voix gutturale. Donc, encore une fois, on retrouve un élément qui semble emprunter au poltergeist d'Enfield dans le scénario présent. Mais toi, t'aurais pas embarqué? J'aurais quand même eu des questionnements. Allons voir les images. Jesus Christ, are you joking? Are you dead? Are you in heaven? Bon, alors là, il y a des gens qui l'ont vu, d'autres qui ne l'ont pas vu, mais là, le téléphone se met à sonner. Parce qu'en début d'émission, ils ont donné un numéro de téléphone, il y a un paquet de téléphonistes qui sont là, et là, les gens qui appelaient pour raconter leur histoire de peur, pour parler avec la psychologue qui est en ligne, finalement commencent à dire « Hey, oh, on a vu quelque chose! » Et là, ils appellent en studio et les gens commencent à se dire « Ben alors, OK, fait qu'ils ont reculé l'image pour aller voir ça. » Ils ont dit « Non, c'est une réflexion. » Ils se sont mis à étudier certaines images que les auditeurs leur demandaient. Fait que le reste de l'émission se poursuit un peu comme ça. Mais là où les problèmes commencent à arriver, aux alentours de 1h10 ou 1h15, il y a le gars de son qui est là, qui s'appelle Mike, qui se promène et qui entend du bruit. Alors, il prend son micro, promène partout, il s'aperçoit que le bruit vient quelque chose qui est en dessous de la cage d'escalier. Il y a déjà une porte là, qui a été refermée avec un morceau de bois par-dessus. Alors, il décide d'enlever les 4 rivets, enlève le morceau de bois, puis au moment où la porte ouvre, on commence à voir quelque chose. Mike est assommé par on ne sait quoi parce qu'il n'est pas à l'écran. La caméra se retourne, Mike est à terre, la panique est prise naturellement. L'image coupe, plus d'image. Pendant quelques secondes, il y a un black et on s'en va à la pause. On regarde. Chris, stay there. I'm going to go and get help, all right? Okay. Just stay there with him. Suzanne. He's touching me. Suzanne. He's hurting me. He's hurting me. Get off me. Get away. Get off me. No, go away. Mom, help me. Don't leave me, Mom. Have we lost the link completely? C'est efficace. C'est efficace. Tu peux comprendre que les gens sont terrifiés rendus là. Ouais. Alors, bon, on essaie de rétablir le problème. Et là, le standard explose. Au total, durant toute l'émission et un peu après, 30 000 appels téléphoniques, la plupart pour donner de la chenoute aux animateurs et à l'équipe. Là. Mais écoute, et là, les gens commencent à appeler et disent, ceux qui y croient, vous avez sûrement ouvert un portail. Il s'est sûrement passé quelque chose, parce que là, vous êtes en direct du studio, les esprits ont sûrement pu transférer. Et ce qui devait arriver arriva, tout ça est vrai. La merde pogne en studio, voici ce qui se passe.
People are leaving the studio now. Lights are going all over the place. No, I'm not going. I'm not going. Get the link back. Get the link back. Somebody can get the link back. Et ça se termine un peu comme le projet Blair. Quelques instants plus tard, toutes les lumières ferment et tout ce qui reste, c'est un plan du torse de l'animateur, M. Parkinson. Et il fait juste parler à lui-même. « Je suis seul, il n'y a personne, que se passe-t-il? » Et la caméra coupe, générique, et c'est terminé. Donc là, les gens, certains pensent encore que c'est vrai, d'autres comprennent que c'est une supercherie qu'ils se sont fait avoir. Mais si tu avais lu le TV Hebdo cette semaine-là, tu aurais su que c'était pas vrai. Parce qu'on disait... Le 31 au soir, c'est un drame avec tel acteur qui joue telle dame, la mère de famille jouée par telle personne, les enfants joués par telle personne, mais les gens qui ne l'ont pas vu y ont cru. Et encore aujourd'hui, il y a un documentaire qui est sorti en 2014 sur cette histoire-là. Ces protagonistes-là qui étaient là-dedans, les comédiens, on a entendu parler toute leur vie, et c'est devenu, pour plusieurs, l'élément télévisuel plus marquant de BBC One des 30 dernières années. Écoute, tu me racontes ça, puis ça me fait penser, bien sûr, à l'émission de 1938 d'Orson Welles, qui avait fait La guerre des mondes. On était également à la veille de l'Halloween, donc c'était encore ce climat-là. Oui. Et on a une situation qui est à peu près la même, c'est-à-dire que Orson Welles avait annoncé au tout début de l'émission qu'on assistait à un théâtre filmé, un théâtre radiophonique. C'est du radio-roman. Oui, c'était du radio-roman, et il expliquait qu'on s'était inspiré du livre de H.G. Wells, La guerre des mondes. Donc, il y avait une mise en contexte. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Mais à l'époque, il y avait une émission qui était diffusée sur une autre station qui était beaucoup plus populaire que l'émission de Orson Welles. Donc les gens majoritairement écoutaient cette seconde émission. L'émission de Wells était un peu secondaire à la programmation du soir. Et lorsqu'à un moment donné est arrivée une chanteuse d'opéra ou un truc comme ça, qui était moins populaire, les gens ont changé de station et sont tombés sur l'émission de Wells. Qui était sans entendre la prémisse. Donc, ils n'avaient pas entendu la prémisse. Donc, évidemment, ils ont pris l'émission en cours. Ils ont cru que c'était vrai. Et à ce moment-là, il y a des policiers qui ont appelé au standard. C'était la CBS à l'époque qui avait diffusé l'émission. Le Mercury Theatre on Air. Donc, d'ailleurs, encore une fois, si tu avais consulté les journaux du jour, tu aurais vu qu'à 8 heures, c'était l'émission du Mercury Theatre on Air. Ça aurait déjà été animé par Orson Welles, donc tu aurais déjà un peu compris la mystification. Mais comme les gens, ceux qui n'avaient pas lu le journal, ou bien ceux qui avaient pris l'émission en cours, ils ont cru, ils ont téléphoné dans certains cas au service de police. Les policiers, les standards se sont retrouvés débordés. On a appelé à la station, à la CBS, et Orson Welles était un individu qui était un peu caractériel, disons ça comme ça, donc c'est un peu difficile de travailler. Alors, les gens au standard racontaient des années après que quand les policiers leur disaient « Retournez en studio, dites à Orson Welles qu'il fasse une annonce qu'il s'agit d'un théâtre filmé, un théâtre radiophonique », les gens au standard disaient « Moi, je n'irai pas en studio dire à Orson Welles de dire ça. » Donc, l'émission s'est poursuivie jusqu'à la fin et les gens ont paniqué. Il faut faire attention parce que dans cette histoire-là de l'émission de Wells, on a beaucoup exagéré, parce qu'il faut se rappeler qu'on avait un bras de fer qui se jouait entre la radio, un nouveau médium d'information, et le journal. Or, le journal a exagéré la panique de Wells, donc les gens n'ont pas paniqué autant qu'on l'a prétendu, et l'idée était de dire, voyez le dommage que peut faire une émission de radio. Nous, les journalistes de la presse écrite, on est plus méticuleux, on fait attention. Donc, et évidemment, chaque journal exagérait. Au début, c'était 2000 personnes ont paniqué. Le soir, c'était rendu 200 000. Puis le lendemain, c'était 2 millions de personnes. Donc, on voit, on faisait une exagération. On avait des images de panique, des gens dans la rue qui sortaient. En réalité, c'est quelques centaines qui ont pris l'émission en cours, qui ont été inquiétés, et quelques dizaines à peine qui ont paniqué. Mais en bout de ligne, c'était des centaines, des milliers. Mais on comprend qu'on est dans une situation assez semblable avec ton émission. Des gens prennent ça en cours, ils n'ont pas lu le jour, ils prennent ça en cours ou ils n'ont pas lu le TV Hebdo, comme tu dis, et soudainement, ils se sont embarqués dans cette histoire-là. Mais c'est drôle parce que cette histoire-là, oui, on parle de phénomènes paranormaux, mais on peut très bien la rapporter aux ovnis, parce que depuis des années, on parle des ovnis, l'opinion des gens a changé, de certaines personnes ont changé, comme toi, comme les gens qui regardent la science, qui regardent les preuves et qui écoutent, et il y en a d'autres qui
pourtant ont gardé la même vision des choses. Et ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est le visage complet de l'ufologie qui a changé en 50 ans. Oui, et pour différentes raisons. On voit qu'il y a toujours un aspect politique derrière ça. Ouais. Et la question des ovnis aujourd'hui, c'est assez amusant parce que, autant tu parlais tantôt, les gens qui y croient, c'est un peu la même chose. Et si on regarde actuellement, au moment où on se parle, 2023, on regarde sur les sites Internet, à travers les médias sociaux, dans la toile, on s'aperçoit qu'on a comme deux discours qui sont très différents. On a d'un côté les amateurs d'ovnis qui croient. Quand on dit amateurs d'ovnis, pour les besoins des gens qui nous écoutent, je tiens à préciser que ce sont principalement des gens qui défendent l'hypothèse extraterrestre. Okay. Donc, on peut s'intéresser aux ovnis sans nécessairement favoriser la visite des extraterrestres. Quand je parle des ufologues impliqués qui sont très embrigadés dans cette culture de l'ufologie extraterrestre, ce sont ces gens-là. Donc, si on va sur les sites, on voit un discours où ces gens-là continuent de nous parler des ovnis, continuent de parler de l'intérêt des autorités pour la question des ovnis, comme si on était à la veille d'une grande révélation. Il n'y a jamais de date, on est toujours à la veille. Oui, à la veille. Moi, écoute, uniquement pour te dire, quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, en 1976, la première chose que les ufologues m'ont dit de l'époque, c'est « Prépare-toi, la révélation est pour demain ». Et on est en 2023, il n'est toujours pas arrivé. Ceci étant dit, il est prêt en tabarouette. Écoute, j'ai fait mes valises 5-6 fois, là. J'attends le contact. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Raël est passé, whoop! Ah, il est rendu au Japon maintenant. Mais... Pour vrai? Oui, il est au Japon, oui. Fait que là, c'est Laël? Laël! Il faut bientôt le transformer en manga. Un manga Raël. Mais... Oui, bon, on recommence à se perdre comme c'est si souvent l'habitude, excuse-moi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que et quand on va du côté des autorités, leur discours avec les ovnis, on n'est pas du tout dans la même sphère. Non, c'est ça. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait que les amateurs d'ovnis, les défenseurs de l'hypothèse extraterrestre, sont si excités pour quelque chose qui est finalement un copie-coller de ce qu'on nous disait dans les années 40 et 50? Ouais. Eux, ils étaient très contents qu'on enlève, qu'on leur donne le droit de regarder ces nouveaux papiers-là. Voilà. Puis là, tout d'un coup, ils font comme genre, je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu ça, hein? Exactement. Okay. Alors, pour bien comprendre où on va, c'est important de savoir d'où on vient, hein, au risque de me répéter. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un long contentieux entre le gouvernement américain, le département de la Défense et la question des ovnis. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même regarder ce qui s'est fait dans le passé. Donc, dans le passé, si tu veux, on va envoyer notre première vidéo. Donc, dans le passé, c'est vrai que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dès 1947, par exemple, le département de la Défense aux États-Unis a été inquiété par les apparitions qui se multipliaient de phénomènes aériens non identifiés, qu'on appelait à l'époque les soucoupes volantes. Hein. Okay. Donc aujourd'hui, le terme est devenu très péjoratif, mais donc les gens rapportaient ces fameuses soucoupes volantes. Il faut se rappeler encore une fois que c'est le début de la guerre froide, 1947, bras de fer qui se joue entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis. Donc on s'inquiète, que sont ces objets? Est-ce qu'ils pourraient... On a beaucoup plus peur à ce moment-là des communistes que des extraterrestres. Ouais. Donc on met en place une première commission d'enquête sur les ovnis, qui s'est appelé le projet Sign, dès décembre 1947. Donc, on commence à enquêter sur ces observations d'ovnis, et on va le faire durant les 20 années qui vont suivre, même si le projet va changer de nom à quelques reprises. Donc, dès 1950, le projet Sign devient le projet Grudge, avec toujours cette même vision d'enquêter sur ces apparitions d'ovnis. À ce moment-là, on a acquis la certitude qu'il ne s'agit pas d'engins russes. C'était la première préoccupation. Maintenant, on se demande que sont ces objets-là quand même, hallucinations, prototypes mystérieux, et on va remplacer éventuellement le projet Grudge par le projet Blue Book, qui va devenir un nom parapluie, qui va englober l'ensemble de ces observations, qui va perdurer sous le nom de Blue Book de 1952 à décembre 1969. En 1969, on va décider, le département américain va se retirer du projet des ovnis, va publier dès janvier 1970 des conclusions qui englobent autant celles du projet Sign, Grudge et projet Blue Book, dans lequel on dit, ben voilà, on a enquêté, le département de la Défense a enquêté sur 12 618 observations d'ovnis, et de ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées. Donc c'est important ici, le département de la Défense ne nie pas qu'il y ait des objets volants non identifiés, comme le disent souvent les ufologues. Ouais. Ce
qui est là où ils sont plus réservés, c'est dans la seconde conclusion en disant, c'est vrai qu'on a 701 cas non identifiés, mais aucune de ces observations demeurées non identifiées ne semble témoigner d'une agression ou d'une menace contre la sécurité nationale. Deuxième élément, aucune des observations rapportées ne semble témoigner non plus d'une technologie qui va au-delà des connaissances scientifiques du moment. Et enfin, troisième élément, et c'est celui-là qui fait mal aux amateurs d'OVNI, troisième élément, c'est de dire rien dans ces observations d'OVNI ne supporte l'idée de véhicules extraterrestres qui viendraient nous rendre visite. Et à partir de là, pour le département de la Défense, c'est un peu un dossier clos. On ne parle plus de la question des OVNI. Faisons quand même un petit aparté. Il est amusant de noter que l'intérêt du département de la Défense pour la question des OVNI va cesser à ce moment-là en 1969, début 1970, et c'est également la période où le département de la Défense vont remplacer leurs avions espions par des satellites d'espionnage. Okay. Or, on sait aujourd'hui que dans les années 50 et 60, les projets d'enquête sur les OVNI, Blue Book par exemple, servait davantage d'écran pour dissimuler des projets du département de la Défense pour enquêter, qui couvraient finalement des vols d'essais d'avions espions, comme par exemple l'avion U-2 ou le SR-71 Blackburn, qui est la génération qui a suivi. D'ailleurs, il faut se rappeler, pour les gens qui nous écoutent, que les Américains, le premier avion espion était l'avion U-2, qui a été mis en service dès 1954. Et les Américains ont découvert son existence qu'en 1960, lorsque l'un de ces avions U-2 a été abattu au-dessus de l'Union soviétique, au-dessus d'une ville qui s'appelait Sverdlovsk à l'époque, qui avait été autrefois Ekaterinbourg, qui est devenu Sverdlovsk, redevenu Ekaterinbourg. Et pour les gens qui ont vu peut-être Le Pont des Espions, un film de Steven Spielberg, on voit un échange d'un pilote américain contre un agent soviétique qui avait été capturé aux États-Unis. Ce pilote américain qu'on remet aux Américains, c'est le pilote Francis Gary Power. C'était le pilote de l'avion U-2 qui a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Donc, les Américains ont découvert l'existence du U-2 en 1960, au moment du drame, en ouvrant le journal, en apprenant qu'un avion U-2 avait été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Mais pendant 6 ans, cet avion-là faisait des missions, survolait le territoire américain lors de vols d'essai ou même des vols pour se rendre à destination, et les Américains ne connaissaient même pas son existence. Donc, les gens qui ont pu assister à des vols d'essai au-dessus du territoire américain du U-2, ce qu'ils ont fait, voyant que c'était un point lumineux dans le ciel qui volait plus haut et plus vite qu'un avion conventionnel, ils appelaient Blue Book en disant « Messieurs du Blue Book, je crois avoir vu un ovni ». Donc, on rapportait l'information et les Américains préféraient jouer la carte de l'extraterrestre pour dissimuler les vols d'essai plutôt que de dire « Oui, monsieur, ce que vous avez vu n'était pas un ovni, c'était un de nos avions secrets ». De qui on les dissimule? Parce que les Américains ont tendance à dire que le gouvernement nous cache des choses, mais on ne le cache pas pour les Américains, on le cache pour les autres pays. Oui, tu as tout à fait raison. Parce que il faut savoir que le pouvoir d'une force militaire, c'est son secret. Okay. Quel est son armement, quelle est sa logistique, quels sont ses différents moyens d'attaque et de protection. Donc, tout cet élément-là doit être conservé, c'est du secret défense. Et les amateurs d'OVNI ont souvent tendance à dire « le gouvernement nous cache des informations sur les OVNI », ce qui est tout à fait vrai, sauf que quand on fouille, on découvre que c'est l'information qui a été dissimulée n'est pas dans le sens de « on nous cache la présence d'extraterrestres ». On voudrait bien. J'aimerais bien y croire. Mais à chaque fois qu'on creuse, on découvre que ce qu'on a essayé de nous cacher, c'est des secrets défense, des secrets militaires. On cache des progrès technologiques. Voilà. OK. L'exemple le plus patent de ça, on se rappellera au milieu des années 90, le département de la Défense, pressé de toutes parts, je parle toujours du département de la Défense aux États-Unis, avait été mandaté pour rouvrir l'enquête sur le supposé crash d'un ovni dans le désert de Roswell en 1947. Donc, les gens sur place disaient avoir trouvé des débris dans le désert, avoir retrouvé principalement du papier qui ressemblait à du papier d'aluminium. Quand on le froissait, il reprenait sa forme. Donc, on comprend que les militaires de la base de Roswell ont été très intrigués en découvrant ces débris. Ils ont émis un communiqué de presse disant « on a récupéré une soucoupe volante ». Il faut quand même préciser qu'en 1947, les extraterrestres n'existent pas. Ils ne sont pas dans l'imaginaire collectif. En 1947, aujourd'hui, si je dis « j'ai vu une soucoupe volante », les gens vont immédiatement traduire « on a vu un engin extraterrestre ». En 1947, la soucoupe volante ne signifie pas ça. La soucoupe volante, tant dans les médias que dans la population en général, c'est un objet volant qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est possiblement des Russes.
C'est ça qu'il faut entendre. OK, ça, je savais pas. OK. Donc, quand l'armée émet son communiqué en disant on a récupéré une soucoupe volante, les gens n'entendent pas on a récupéré un engin extraterrestre. Okay. C'est on a récupéré un engin qui est possiblement d'origine soviétique. C'est ça que les gens entendent. OK. Et dès le lendemain, l'armée arrive en disant finalement, il y a eu confusion. L'objet qu'on a récupéré dans le désert n'était pas une soucoupe volante. Donc, sous-entendre un engin soviétique, mais simplement un ballon sonde. Merci, bonsoir. Ouais, les ballons météo qu'on laissait ballons météo qu'on laissait. laissait. Alors, évidemment, cette histoire-là est tellement confuse à l'époque qu'on peut comprendre que pendant des années, pendant des générations, des gens ont dit il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, on nous cache quelque chose. Cette idée, comment des militaires auraient-ils pu confondre un simple ballon météo avec quelque chose qu'ils ont qualifié de soucoupe volante à l'époque? Ouais. Ça semble invraisemblable. Et de bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas d'Internet, l'histoire change, prend des proportions gigantesques. On sait aujourd'hui à quel point le témoignage est flexible, comment le témoignage va s'articuler en fonction des souvenirs des uns et des autres. Absolument. Donc en 1995, tiré un peu de toutes parts, parce qu'il y avait eu un reportage, principalement un reportage à la série Unsolved Mysteries, oui, qui a ramené le sujet sur le devant de la scène. Donc des gens se sont manifestés, ont fait pression sur le gouvernement américain, parce que, je ne donnerai pas tous les trucs, mais c'est assez facile de faire pression sur le gouvernement américain. Hein? Ils se sont, tu me permets l'expression, peinturés dans le coin. Okay. Ils ont mis tellement de mécanismes pour protéger la liberté d'expression, protéger l'accès à l'information, qu'ils se sont placés dans une situation où, bref, le moindre citoyen peut dire « Ouvrez une enquête sur tel incident » et ils seront obligés de le faire. Ouais, c'est ça. Donc, et là, tu te dis c'est un peu énorme parce que dans le cas de cette rouverture d'enquête en 1995, ça a coûté quand même des centaines de milliers de dollars aux concitoyens américains, pour apprendre que finalement, c'est vrai que l'armée nous avait menti, mais ils n'avaient pas dissimulé la présence d'une soucoupe volante ou d'un engin russe. Ce qu'on avait essayé de dissimuler, c'était que le ballon en lui-même était assez banal. Mais il faisait partie, il était un constituant d'un projet plus complexe qui s'appelait le projet Mogul. Et le projet Mogul visait à mettre en haute atmosphère des appareils acoustiques qui auraient permis de détecter, d'entendre littéralement une explosion atomique du côté de l'Union soviétique. Donc c'était un projet secret. Et c'est visiblement l'un de ces projets secrets, le ballon Mogul numéro 4, qui est tombé dans le désert de Roswell. Comment expliquer à ce moment-là cette espèce d'aluminium que les gens savaient pas? Les gens disent, oui, mais si c'est un ballon de papier d'aluminium, il faut savoir que le papier d'aluminium du millard aluminisé, celui qu'on retrouve par exemple dans les denrées alimentaires, tu manges une barre tendre ou tu achètes une palette de chocolat, une tablette de chocolat au dépanneur, elle est enveloppée dans ce papier d'aluminium qu'on peut froisser et qui reprend sa forme. Personne ne remarque ça aujourd'hui parce que c'est devenu commun. Il faut savoir que ce papier d'aluminium, ce millard aluminisé a été conçu en 1943. Il a été inventé en 1943 durant la Deuxième Guerre mondiale. La compagnie DuPont, ça a été inventé par des Britanniques. La compagnie DuPont a racheté rapidement le brevet et de 1943 jusqu'en 1951, la compagnie DuPont avait le brevet pour fabriquer du millard aluminisé. Mais il était gardé secret parce qu'au départ, on ne voulait pas le mentionner pour l'Allemagne, on était durant la Deuxième Guerre mondiale, et après, évidemment, on voulait s'assurer de voir quelle était l'utilisation militaire qu'on pouvait faire de ce papier-là. Or, ce papier-là a la caractéristique de si on le plie, il reprend sa forme, et ensuite de ça, c'est un papier très léger, très résistant, et qui était un meilleur réflecteur pour les ondes radar s'il était placé sur une cible. Donc, on voulait protéger cette invention-là. Voilà. Donc, il est vraisemblable que le papier d'aluminium retrouvé dans le désert de Roswell était simplement du millard aluminisé, développé par la compagnie DuPont pour le service des Américains de la base militaire d'Alamogordo, qui procédait au lancement des ballons Mogul, que l'un des ballons Mogul lancés à la base d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, est tombé à Roswell. Les militaires de Roswell n'étant pas au couront du projet Mogul et n'ayant jamais vu ce fameux papier d'aluminium qui se froissait, se défroissait, ils ont évidemment immédiatement pensé qu'il devait s'agir d'éléments secrets qui provenaient d'une technologie étrangère. Et, bien sûr, les Soviétiques ont été les premiers dans le collimateur. Et éventuellement, en 24 heures, quand l'affaire est remontée... J'imagine l'appel que le gars, excuse-moi, il faut que tu retournes à la TV, que tu dises que c'est pas ça. Comment tu dois te sentir mal à l'aise? En même temps, tu peux t'imaginer à Washington, au Pentagone, de voir les militaires de Roswell qui exhibaient le papier d'aluminium devant les journalistes. Quoi ça? On a trouvé ça, c'est bizarre. Et en haut lieu, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'on... Bon,
Et tout ça, donc, on voit bien que le rapport de 1995, en 94, mais qu'on a beaucoup médiatisé en 95, on voit que ce rapport-là montre qu'on a bel et bien caché de l'information, mais c'était pas de l'information qu'on avait des extraterrestres ou une soucoupe volante. Okay. On a caché des informations qui relevaient du secret défense. Et c'est un peu même ce courant-là qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, après cette histoire d'OVNI en 1969, où on dit, bon, finalement, ce sont des observations d'OVNI intrigantes, on le cache pas, 701 sont demeurées non identifiées, mais rien ne permet de croire ou nous force à envisager l'hypothèse extraterrestre, on passe à autre chose. Et voilà qu'arrive ce renouveau, cette résurrection des ovnis, parce que pendant 30 ans, 40 ans, le sujet va rester un peu en coulisses. Il y a quelques organisations étatiques qui seront créées pour enquêter sur les ovnis, mais de manière excessivement diffuse. On pense par exemple à la France, depuis les années 70. Ils ont mis en place un organisme étatique qui s'est appelé au départ le GEPAN, qui est devenu le GEPAN. On a rajouté un I, parce qu'au départ, c'était le groupe d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Okay. Maintenant, c'est devenu le groupe d'enquête et d'information, donc le I qu'on a ajouté, d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Est-ce qu'ils font du bon travail? Ils font un excellent travail et ils ont pourquoi l'information est devenue prioritaire dans l'acronyme de l'organisation, c'est grâce aux médias sociaux. Maintenant, ils ont la possibilité, avant c'était des petits budgets, on n'avait pas les moyens de faire des grandes campagnes de presse, de publier des documents papier, donc, mais avec l'avènement des médias sociaux, bien sûr, on peut créer un site Internet et toute l'information peut être disponible. Donc, ça a été le nouveau mandat du GEPAN. Ils font un excellent travail. Ils sont là depuis le milieu des années 70 et encore aujourd'hui, en 2023, ils ont des observations pour lesquelles ils n'ont pas trouvé d'explication, mais ils n'ont aucune observation qui force l'hypothèse extraterrestre. Okay. Donc, il faut se placer dans ce contexte-là. Donc, 2017, de 1969, 1970 à 2017, si tu avais envoyé une demande citoyenne au gouvernement américain en leur demandant « Avez-vous de l'information sur les ovnis ?» il t'aurait répondu « On ne s'intéresse plus à la question des ovnis depuis 1969 avec la fin du projet Blue Book. » Est-ce que c'était vrai? Et voilà, la publication en 2017 nous révèle que c'est pas tout à fait vrai. En 2017, un article paraît, on est en décembre 2017, paraît dans le New York Times. On va envoyer notre petite vidéo. Donc, cet article paraît et il nous annonce qu'il y a eu des programmes noirs, des black programs, au sein du département de la Défense pour enquêter sur les ovnis. La principale porte-parole de cette information, c'est la journaliste Leslie Kean, qui est la principale informatrice pour le journal, pour le New York Times, et on va découvrir que dans cet article, il y a eu des programmes secrets du gouvernement américain pour enquêter sur les ovnis, et que la source, on a vu le monsieur, Luis Elizondo, était justement, lui, l'une des personne qui a été chargée d'un de ces petits projets. Des projets modestes, on s'entend bien, des projets modestes. Donc, Luis Elizondo a dirigé un programme qui, en son temps, s'appelait le Programme d'identification des menaces aérospatiales. L'acronyme anglais était ATIP. C'est un programme qui a perduré de 2008 à peu près à 2013, 2012, grosso modo 5 ans, avec un budget de 20 millions de dollars. De toi à moi, 20 millions, ça peut paraître beaucoup de sous, mais quand on sait que le budget annuel du département de la Défense tourne autour de 700 milliards, on comprend que 20 millions, c'est de la monnaie, c'est de la monnaie. Donc, ce qu'on découvre avec cet article-là, c'est que, contrairement à ce que disait le gouvernement américain, ils avaient quand même continué de garder un œil sur la question des ovnis, peu importe les raisons, des raisons stratégiques. C'est normal. T'es le département de la Défense et des gens rapportent des phénomènes aériens au-dessus de ton territoire. Tu as intérêt à savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Bon. Oui. Alors, il y a cet intérêt-là. Donc, c'est vrai que ces programmes-là ont existé, ce que, visiblement, le gouvernement américain cherchait à dissimuler. Pour différentes raisons. Probablement que des gens auraient demandé des comptes. Vous avez appris quoi? Si l'argent des contribuables est dépensé pour enquêter sur des ovnis, bien, on va avoir des résultats. Donc, il y a tout ce puis maintenant, ça, ils ont le droit de le demander. On doit poser des questions. Puis, Donc, on apprend cet article-là, en 2017, fait une révélation et ramène sur le devant de la scène la question des ovnis. Donc, à partir de cette publication dans le journal, le New York Times publie non seulement l'information, mais avec les médias sociaux, il a son propre site web. Il met également en ligne des vidéos qui auraient été tournées par des pilotes militaires lors de 2 incidents principaux. Il y en a eu
sur une plus longue période, sur 15 ans, plusieurs observations d'OVNI, mais il y a deux événements qui ont retenu l'attention principalement. 2004, au large de San Diego, il y avait tout un armada militaire qui se trouvait là, qui faisait des manœuvres, et ils ont observé des phénomènes aériens mystérieux dans le ciel. On a détourné des avions pour enquêter là-dessus. Et il y a eu aussi un incident semblable, fin 2014-2015, mais là, au large, à peu près de la Floride et de la Virginie, là, tu vois un peu sur la côte est américaine, là aussi, avec un porte-avions, contingent militaire et tout le reste, c'était des manœuvres qui devaient être secrètes. Et dans les deux cas, 2004, 2014, 2015, on a vu des objets aériens qui survolaient ces zones militarisées qui étaient interdites au survol, puisqu'on était dans des manœuvres. OK. Et ces vidéos-là ont été mises en ligne. Et c'est assez surprenant. Donc, on va en voir un. On l'a appelé le vidéo gimbal à cause de le nom de la caméra qui est placé en dessous de l'avion, qui a permis, ce sont des images infrarouges, donc on ne voit pas vraiment l'objet, on voit plutôt sa signature thermale, donc la chaleur qu'il dégage, on la voit devant l'appareil et on va entendre le son parce on entend également la stupéfaction des militaires qui voient l'excitation du pilote. Voilà, l'excitation du pilote de voir l'objet et de voir qu'il le voit sur son écran radar. Ce n'est pas un fantasme ni un rêve, l'objet est bel et bien là. On le regarde. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Ils sont intrigués, mais à quelle vitesse allait l'objet? Dans ce cas-là, on a un objet qui se déplace à peu près à 500 km/h. Donc, c'est moins vite qu'un avion commercial. Même un avion commercial. Donc, il n'y a pas... Et quand on regarde les images, on comprend bien l'excitation du pilote. Mais pour l'observateur, l'objet devant la caméra ne fait pas de manœuvre aéronautique particulière. Il ne fait pas une accélération soudaine. Il ne fait pas un virage à 90 degrés. C'est quelque chose qui se trouve devant le pilote et que le pilote n'arrive pas à identifier. Attends, le pilote n'est pas capable de l'identifier, mais est-ce qu'on le voit sur les radars? Oui, parce que dans ce cas-là en particulier, les pilotes avaient été détournés vers ces cibles-là qui avaient été détectées sur les radars. Okay. Donc, dans le cas, on parle de cet incident-là, du Nimitz, l'incident du Nimitz, parce que c'est le nom du porte-avions, le USS Nimitz. Les pilotes se trouvaient en vol pour des manœuvres militaires et à un moment donné, 2 de ces chasseurs ont reçu une information venant du Nimitz disant « On a détecté à l'est du terrain d'expérience, de manœuvre, on a détecté la présence d'aéronefs inconnus. Est-ce que vous pouvez aller voir de quoi il s'agit? » Okay. Les pilotes ont été détournés. Et à partir du moment où cette information est publiée, évidemment, il y a un intérêt immédiat, hein, parce que aux États-Unis, on valorise beaucoup les forces militaires. Hein. On a l'impression, puis il faut quand même le dire, c'est quand même un préjugé qui est un faux préjugé. On a tendance à croire que les pilotes, les policiers, ces gens-là sont des meilleurs observateurs que d'autres personnes devant quelque chose d'inconnu et qu'ils ne peuvent pas se tromper. Alors que les études montrent très clairement que devant l'inconnu, un pilote, qu'il soit civil ou militaire, un policier ou n'importe quoi, souvent les professions libérales, c'est un médecin, c'est un avocat. Oui, c'est ça. C'est plus crédible quand il me dit qu'il a vu un extraterrestre. Quand tu lis des rapports dans les journaux, on insiste souvent là-dessus. Hein. Le témoin est un pilote ou le témoin est un médecin. Comme on disait, c'est parce que c'est un médecin, il ne peut pas se tromper. Ouais. Non, devant l'inconnu, qu'on soit pilote, qu'on soit policier, qu'on soit un individu qui travaille sur une chaîne de restauration rapide, on est tous étonnés et pour nous, parce que l'on voit, on n'est pas capable de l'identifier. Mais avec la publication de ça, parce que les gens ont ce préjugé favorable vers les pilotes, on s'interroge, mais qu'est-ce que c'est? Et il y a une série d'événements, hein, c'est un peu comme un effet domino. Avec la publication du vidéo, on s'interroge, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est truqué? Et voilà que des pilotes qui ont été impliqués, parce que le vidéo qu'on vient tout juste de présenter est un des vidéos qui ont été tournées durant les manœuvres militaires du Nimitz en 2004. Okay. Rappelle-toi que la publication de l'article dans le New York Times est de 2017. Donc, c'est quand même un événement qui date pratiquement de 15 ans. Ouais. Or, beaucoup des militaires qui ont été impliqués dans cet incident-là, lorsque cette information sort dans les médias, ces gens-là ne sont plus des militaires. Ils ont quitté le service, ils sont à leur retraite.
disparaître, et ils n'ont pas clairement reçu d'ordre de leurs supérieurs de ne pas en parler. Donc, à partir du moment où l'information sort, plusieurs pilotes qui ont été impliqués dans ces événements-là vont sortir sur la place publique, dans les médias, donner des entrevues et raconter ce qu'ils ont vu. Et l'un des témoignages les plus captivants est celui du commandant David Fravor. Donc, Fravor va être contacté par le commandant du Nimitz, par la commanderie du Nimitz, lui disant, ben voilà, on a détecté ces objets. Fravor est l'un des pilotes qui se trouve, il a un escadrille et il est le pilote, ce qu'on appelle le leader, celui qui mène. Donc, il va être détourné vers la présence de ces objets. Il est accompagné d'un autre chasseur derrière lui. Et à ce moment-là, on le voit d'ailleurs une photo de Fravor à l'époque où il était dans la marine américaine, parce que c'est une opération de la US Navy. Donc, il est détourné sur le site en question et il va observer. Lorsqu'il arrive sur le site, il voit des tourbillons dans l'eau, une agitation dans l'eau, et au-dessus de cette agitation, un objet. On a bien compris que la photo que l'on voit à l'écran est une reconstitution. Il voit un objet qu'il va décrire comme une tic-tac, comme une fameuse, les pastilles, un objet cylindrique blanc qui va se déplacer très très rapidement et qui va s'éloigner à très grande vitesse. Fravor ne captera pas. Il faut bien préciser que les images qu'on a vues ne sont pas des images captées par Fravor. Fravor va raconter avoir vu l'objet, il y avait ce tourbillon dans l'eau, l'objet était au-dessus et l'objet s'est éloigné à très grande vitesse. Ce qu'on ne voit pas sur les images radar, et c'est ce que l'on ne voit pas non plus sur l'image captée par un autre pilote quelques jours plus tard. Les images que l'on a vues, et l'un des pilotes qui participait à ces opérations, on est 2 ou 3 jours après l'incident impliquant le David Fravor. Mais tu comprends que tout ça crée beaucoup d'enthousiasme. On a un article de journal qui nous révèle qu'il y a eu des projets secrets sur les ovnis. On a des vidéos qui ont été tournées par des pilotes qui semblent donner ou démontrer des données télémétriques intéressantes par rapport à la présence de ces objets. On ne peut plus crier à l'hallucination. C'est plus quelqu'un, quelque part au milieu du Wyoming, qui voit un objet la nuit dans le ciel. On a un contingent de pilotes qui racontent des histoires. Et qui plus est, ces pilotes sont des figures publiques. Ils apparaissent à l'écran, ils assurent ce qu'ils ont vu et ils racontent des choses extraordinaires quand même. Et à partir de là, plusieurs individus vont embarquer, vont prendre le train en marche, vont un petit peu mobiliser toute l'information qui tourne autour des ovnis. On les voit partout. Il faut quand même mentionner que ce sont des gens qui ont des agendas. Et quand je dis agenda, c'est-à-dire que si toi et moi, on fait la promotion d'une voiture électrique, c'est parfait. On ne peut pas être contre la vertu. On fait la promotion d'une énergie verte. Mais si un type comme Elon Musk fait vente les voitures Tesla parce que ce sont des voitures électriques, bien sûr, il fait la promotion de l'énergie verte, mais en même temps, on comprend qu'il a un agenda. Et c'est un peu la même chose ici. Il y a plusieurs individus et peu importe les articles auxquels on se réfère entre 2017 et 2020, on va comprendre pourquoi 2020 devient une date étalon. Donc, durant ces 3 années-là, on retrouve à peu près les mêmes individus. On a 6 ou 7 individus qui sont partout, qui sont dans les médias, qui font la promotion de ces ovnis, et ce sont des gens qui ont des agendas. On va les voir. Ces gens-là sont d'abord, une des premières personnes, c'est un type qui s'appelle Jeremy Corbell. C'est un type qui a fait des documentaires sur les ovnis, dont un très partisan sur Bob Lazar, donc un individu qui il l'a suivi pendant des semaines et des semaines. Oui, j'ai vu ça. On a ensuite Tom DeLonge, qui est un musicien qui fait partie du groupe Blink-182. Oui, je connais, il a quitté le groupe pour ça. Oui, voilà, qui s'intéresse beaucoup à la question des ovnis. On a Luis Elonzido, qu'on a déjà rencontré, qui était un de ceux qui a participé au programme un peu souterrain de la question des ovnis dans les années 2000. On a Christopher Mellon, qui est un sous-secrétaire du département de la Défense sous les administrations de Clinton et de George Bush. Okay. Donc, il prend position. Et bien sûr, on a besoin d'éléments pour entretenir cette sauce-là. On a Leslie Kean, qui a informé le New York Times. On a George Knapp, qui est un journaliste de Las Vegas, qui a d'ailleurs révélé Bob Lazar et ses déclarations sur la zone 51. On a vu également Joe Rogan, un animateur radio très populaire, qui fait du podcast, qui est très populaire. L'un des podcasts qui est plus populaire. Qui parle beaucoup des ovnis. Et bref, tout ça a fait qu'éventuellement, tout ça a attiré l'attention d'élus au Congrès américain
républicains. On a vu Marco Rubio, qui représente la Floride, qui est un républicain, et on a vu Kirsten Gillibrand, qui est une démocrate pour l'État de New York. Donc, ces gens-là, c'est remonté jusqu'au Congrès. Et là, bien sûr, on est en décembre 2000. Il faut savoir que le budget du département de la Défense et les fonctions de l'aval du Congrès, le Congrès n'a pas le pouvoir de forcer le département de la Défense à faire quelque chose. Peut suggérer. Peut suggérer quelque chose. Et là, bien sûr, comme on avait à la fois un démocrate, on avait un républicain, et là, on voit, ce sont des figures qui ont pris position, mais derrière eux, il y a d'autres personnes également qui étaient également de leur avis. On avait toutes ces histoires d'OVNI qui circulaient dans la presse, des pilotes qui prenaient position, qui discutaient devant les médias, des articles de journaux, la diffusion de films tournés par des pilotes lors de manœuvres militaires. Est-ce que tout ça était vrai? Donc, on le comprend, le Congrès a demandé des réponses au département de la Défense. Et on peut le comprendre également, c'est une question de sécurité nationale. Est-ce que c'est vrai que des pilotes voient des choses mystérieuses? Est-ce que c'est vrai que des zones de manœuvre militaire ont été observées par des yeux étrangers, peu importe l'origine? Mais est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est un gros coup monté par des journalistes en quête de reconnaissance qui veulent vendre plus de livres, faire des émissions de télé? Tu vois un peu le genre. Oui. Et éventuellement, décembre 2020, au moment d'accepter le budget du département de la Défense, le Congrès, on dit au Pentagone, on aimerait que vous investissiez des sous pour enquêter sur ces histoires d'OVNI. On veut savoir ce qui se passe. Et bien sûr, la population est derrière eux, parce que la population... T'as ceux qui croient qu'on est visité par des extraterrestres, mais t'as des gens plus posés qui se disent, peu importe si ces objets-là sont des engins qui viennent de la Chine, de la Corée du Nord ou de la Russie, on veut savoir ce que c'est. On veut juste avoir des réponses. Avoir des réponses. Ouais. Donc, à partir de 2020, là, on ne va plus chercher des sous dans les fonds de tiroir pour faire des budgets secrets comme on a fait dans les années 2000 pour enquêter sur les ovnis. Là, on a vraiment l'aval du Congrès. On a même une invitation à s'intéresser davantage à la question des ovnis. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on demande une première évaluation de la situation. Qu'est-ce qu'on sait exactement et qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et donc, en juin 2021, donc quelques mois, 6 mois après l'adoption du budget du département de la Défense, donc juin 2021, le bureau du directeur national du renseignement, conjointement avec le département de la Défense, vont publier un premier rapport qu'on va voir à l'écran. Ce premier rapport, il faut bien le préciser, on est toujours, bien sûr, dans la foulée de cet article du New York Times. Ce premier rapport, donc, qui vient répondre aux questions que le Congrès, on voit ici, ce sont les documents du Congrès qui ont demandé au département de la Défense d'enquêter sur la question des ovnis. On va voir d'ailleurs l'article très précis qui demandait au département de la Défense. Il faut savoir que déjà à l'époque, la US Navy avait mis en place une petite unité qui s'appelait le UAP Task Force, UAP pour phénomènes aériens non identifiés, Task Force, qui étudiait ça. Donc voilà le premier rapport, on est en juin 2021. L'évaluation, c'est de dire les films sont authentiques. On en voit un autre ici. Oui, son excitation est très palpable, lui. Oui, ouais, particulièrement. C'est comme un jeu vidéo, il est vraiment content quand il réussit à capter maintenant. Roger. There's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. C'est incroyable comment il est excité. Il sait pas c'est quoi, là. Non, absolument pas. Donc, ce que le document dit, c'est ces films, toutes ces informations livrées dans la presse sont authentiques. Les films sont authentiques, les témoignages des pilotes sont authentiques. Le département de la Défense reconnaît avoir en archive 144 observations qui ont été rapportées lors de différentes manœuvres depuis les années 2000, incluant l'incident du Nimitz au large de San Diego et l'autre au large de la Floride et de la Virginie. Ces informations-là, elles sont authentiques. 144 observations d'OVNI. Une seule a pu être clairement identifiée, les autres ne le sont pas. Mais ce que le rapport dit aussi, c'est qu'on a 144 observations. Il y en a des intéressantes, mais il manque d'informations pour pouvoir tirer des conclusions. Tout ça a amené, on est au printemps 2022, des auditions au Congrès. Là, à la fois le département de la Défense et la US Navy sont venus présenter devant les élus une version, disons, articulée de ce que le rapport disait.
Et on a encore répété la même chose. Nous avons des observations intrigantes, des informations malheureusement insuffisantes, et ils ont ajouté qu'on n'avait aucune preuve d'une technologie exotique. Est-ce que c'est en rapport avec la vitesse? Parce que 500 km/h, ça allait plus vite que le Concorde, qui allait à 1200 km/h. Là, on aurait pu se poser des questions, parce qu'on n'a jamais vu aucun avion, à part le Concorde, rouler à cette vitesse-là. Non. Et même dans le rapport, les militaires mentionnent que dans certains cas, que ce soit sur le témoignage des pilotes ou de relevés, comme des relevés radars, on a eu à l'occasion l'impression que ces objets-là avaient des caractéristiques de vol, pour reprendre l'expression, des caractéristiques de vol inhabituelles. Okay. Mais d'un même souffle, le rapport dit, malheureusement, il peut s'agir d'une erreur du pilote, une mauvaise interprétation du pilote. Il peut s'agir d'un canular, on le dit noir sur blanc, il peut s'agir d'un canular, ou il peut s'agir aussi d'erreurs dans la télémétrie. Les appareils, les radars, sont conçus pour détecter différents types d'aéronefs, mais si on utilise, par exemple, des drones ou des trucs comme ça, on peut tromper les appareils. Donc, on doit peaufiner les appareils de détection. C'est ce qu'on dit. Il y a plus d'affaires dans le ciel maintenant qu'il y en avait il y a 50 ans. Absolument. Juste Elon Musk, avec son espèce de mur de satellites, où il veut se rendre à 10 000 satellites, il empêche les astronomes, entre autres, de bien voir. Ceux qui veulent protéger la Terre, on voit beaucoup moins bien maintenant à cause de ça. Voilà. Et donc, tout ça a continué d'alimenter. Et là, le département de la Défense a décidé, parce que dans le rapport de 2021, on mentionnait notamment qu'il y avait eu une initiative du département de la Défense de mettre en place un organisme pour enquêter sur les ovnis, un organisme, disons-le, temporaire, pour faire cette évaluation de la situation. Déjà, la US Navy avait mis en place une petite unité pour enquêter sur les observations qui étaient rapportées par leurs pilotes. Et donc là, le département de la Défense, dans ce rapport de 2021, annonce son intention de regrouper tout ça et de créer une nouvelle entité. Et là, été 2022, dans un communiqué conjoint, on va voir les images, communiqué conjoint entre le département de la Défense, le Bureau national du renseignement. Il y a 6 mois, là, c'est récent. Là. Oui, il y a 6 mois, donc cet été. Donc, on annonce qu'il y avait effectivement deux organismes, le UAP Task Force de la US Navy, le Airborne Object Identification and Management Group du département de la Défense. Ces organismes-là, ces deux entités ont été fusionnés, si je peux utiliser l'expression, au cours de l'été. Ils ont été remplacés par une nouvelle organisation. Et c'était ce que nous disait le communiqué. Cette nouvelle organisation s'appelle le Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. OK, fait qu'on on chapeaute tout, on prend tout dans un même chapeau. Et on a mis en place, on le voit ici, le professeur Sean Kirkpatrick, qui était principalement associé au système de renseignement des programmes spatiaux du département de la Défense, donc les programmes spatiaux militaires. Un sérieux qui sait de quoi il parle. C'est un individu excessivement compétent avec un CV impressionnant. Okay. Donc, c'est lui qui, à partir de l'été 2022, a pris en charge l'ensemble du dossier sur les observations d'OVNI. Et puis, en octobre dernier, donc il y a quelques semaines à peine, une première évaluation de ces 6 mois de travail, ou ces quelques mois de travail, a été remis au Congrès américain. On a du mois de novembre au mois de janvier 2023. On a profité de ces quelques 6 semaines pour dépouiller le projet d'information qui pouvait directement être lié à la sécurité nationale, donc, des informations qui doivent rester secrètes. Et puis, on va le voir, janvier 2023, le Congrès a enfin rendu public ce rapport, un rapport qui résume les 6 premiers mois de travaux de ce bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et ce que l'on apprend dans ce document-là, c'est qu'on est passé de 300 on a eu 366 nouvelles observations. On en avait 144 dans le rapport de 2021. Maintenant, on est rendu à 510. Okay. Le département de la Défense se félicite finalement en disant s'il y a eu une augmentation des observations d'OVNI, c'est parce qu'on a réussi à déstigmatiser, si tu me permets l'expression, la question des OVNI. Il y a quelques années, les pilotes auraient refusé de rapporter des OVNI. Maintenant, ils sont conscients de l'importance de rapporter ce type d'observation. Le rapport mentionne également que près de la moitié de ces observations avaient toutefois des caractéristiques banales. C'est pas anodin comme information. Ça nous montre que même les pilotes peuvent rapporter des phénomènes comme des phénomènes ovnis et qui, après enquête, se révèlent être des éléments tout à fait banals. Okay.
On voit également qu'on a réussi à identifier près de la moitié de ces observations. 26 se sont révélés être des drones. On a 163 observations qui ont été rapportées comme étant clairement des ballons ou d'autres entités semblables à des ballons. Et on en a eu quelques-uns, 6, on dit, c'est un peu comme de l'embouteillage, c'est du passage, c'est des phénomènes météo, un simple sac en plastique qui aurait été emporté par le vent, qui a été signalé comme un ovni. Donc, ce que nous dit également le rapport, c'est que les caractéristiques de ces phénomènes, dans certains cas, ont pu sembler encore une fois être extraordinaires, mais malheureusement, les informations, autant la télémétrie, autant que les rapports qui reposent sur des témoignages, doivent être pris avec énormément de circonspection. Une étude approfondie doit être menée sur ces observations, mais ce que dit également le rapport, et c'est là, je te disais en début, qu'on a l'impression de lire deux choses différentes. Quand on lit le rapport, on voit très clairement que l'hypothèse extraterrestre n'a jamais été envisagée. Et ça, depuis le début. Depuis le début. Quand on lit ce rapport-là de 2023, on constate que c'est le copie-coller de ce que les militaires nous disaient en 1969. On a des observations intéressantes. L'information souvent est insuffisante pour tirer des conclusions, mais rien là-dedans nous permet de croire à la présence des extraterrestres. Pas de technologie exotique. Pas rien d'exotique. Okay. Et quand on lit le rapport, c'est exactement ça. On lit entre les lignes que les gens du Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines écrivent noir sur blanc que l'amélioration des mécanismes de documentation de ces observations permettra éventuellement d'identifier la presque totalité, sinon la totalité de ces observations, sans avoir besoin de faire appel à une quelconque technologie extraterrestre. Okay. Et malheureusement, on se dit, à un moment donné, il faudra... Combien de fois devrais-je te dire qu'un cigare est un cigare? Hein? Une fois, ça devrait aller, là, mais... Mais on dirait que le message passe pas. Alors là, avec cette nouvelle conclusion 2022, mais publiée 2023, qui nous dit, finalement, un cigare n'est qu'un cigare, ben, les amateurs d'OVNI, alors qu'il y a quelques années, avec les révélations du New York Times, on était même devenu agressif envers les sceptiques. Hein? Là, vous allez nous croire, là. On a les papiers, là. Là, on allait sur les sites Internet, sur la toile, et on voyait ces débats qui se faisaient entre les gens plus réservés, plus sceptiques, et les amateurs d'OVNI qui disaient « Ah, vous allez ravaler vos paroles. » Attends qu'on déclassifie. Ah oui, là, ça s'en vient, c'est la révélation, vous allez manger vos bas, là. Hein? C'était déjà annoncé, là. Et là, finalement... On est en 2023. On est littéralement 6 ans après les révélations du New York Times. 2 rapports qui proviennent du Congrès. Tout ça a monté jusqu'où on a fusionné des différents services qui étaient à la fois à la Navy et au département de la Défense. Et on nous annonce quoi? Qu'on a des observations d'OVNI qui sont intéressantes, mais il n'y a pas de preuve d'une technologie extraterrestre. Alors, on serait en droit de s'attendre à une remise en question de ceux qui défendent l'hypothèse extraterrestre. Mais attends. Tu as défendu les extraterrestres dans les années 70. Ouais. Est-ce que ta vision des choses a changé Absolument. Au complet? Complètement. Aujourd'hui, je ne te cache pas, Éric, que je ne crois plus que nous sommes visités par des extraterrestres. Aujourd'hui, je crois que les gens voient des phénomènes dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à expliquer, qui peuvent être dus à leur propre ignorance. On ne connaît pas tous des phénomènes qui peuvent se produire dans le ciel. On n'est pas tous astronomes ou astrophysiciens, donc c'est normal. Tu l'as mentionné, il y a tellement de choses maintenant qu'on voit dans le ciel. Au cours des derniers mois, de nombreuses observations d'OVNI ont été rapportées parce que les gens disaient « J'ai vu une espèce de train lumineux dans le ciel. » Mais c'est le train lumineux des satellites d'Elon Musk. Hein? Donc, c'est SpaceX qui ont mis en orbite ces satellites. Donc, c'était pas des ovnis. Donc, il y a tellement de choses. C'est normal que des néophytes en perdent un peu leur latin. Et ensuite, par rapport à ça, il y a bien sûr une activité militaire. Hein? Je ne crois pas que des extraterrestres soient partis de Betelgeuse pour espionner les Américains qui faisaient des manœuvres au large de San Diego. Mais ça peut avoir un intérêt pour les Chinois, pour les Russes, ou encore pour la Corée. D'ailleurs, faut que tu m'expliques ça. Cet été, on est allé manger dans un restaurant de restauration rapide où la fille au comptoir était en colère contre sa salade. Écoute, j'ai jamais entendu autant sacré dans un Tim Hortons, on va se le dire. Et nous, on jasait d'un voyage qu'on voulait faire. Et tu me dis à un moment donné, et je suis tombé des nues quand tu m'as dit ça, tu m'as dit...
Les moments où on voit le plus d'observations dans le ciel aux États-Unis, c'est les moments où Google ne prend pas d'image de la zone 51. Explique-moi ça. Exact. Aujourd'hui, il y a tellement de satellites. Lorsqu'on a parlé, par exemple, de Bob Lazar, on a évoqué son nom 2 ou 3 fois, on se rappelle que Bob Lazar avait parlé qu'il avait travaillé dans la zone 51 et avait raconté toutes sortes de fadaises. Ouais. Et il avait le beau rôle parce qu'à ce moment-là, on n'avait qu'une seule photographie de cette base. Hein, pour les gens qui nous écoutent, la base de la zone 51. Milieu 80? Fin 80? Oui, c'est ça. Donc, lui, il fait ses révélations. On est à la fin des années 80. La base existe depuis les années 50. C'est là, d'ailleurs, qu'on a conçu le U2. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Le SR-71 Blackbird. C'est devenu une base de développement en avionique de très haute pointe pour le département de la Défense. Et comme le nom, d'ailleurs, Zone 51, vient du fait qu'au moment où les Américains ont pensé développer des avions secrets, on s'est dit qu'il faudrait une base qui soit isolée et qu'on pourrait avoir une grande zone pour pouvoir faire des essais sans qu'on soit près des populations. Et à ce moment-là, on a ressorti les vieilles cartes du département de l'énergie où on avait évalué les endroits aux États-Unis où on aurait pu faire sauter une bombe atomique durant les premiers essais. On a fait ça par zone. On avait fait ça par zone. On disait, bon, ben, la zone 42, c'est bon, c'est loin des populations. Et dans cette carte-là, il y avait une zone dans le désert du Nevada, au milieu de nulle part, qui portait le nom de zone 51. Donc, on s'est dit, voilà un endroit extraordinaire pour développer une base militaire. On est minimalement à 2 heures de route de Las Vegas, qui est la ville la plus proche, donc loin de toute région habitée, ce sera un endroit idéal. Et éventuellement, il n'y a pas de bombe en fait, il n'y a pas une bombe qui a sauté dans la zone 51, mais juste à côté, de l'autre côté de Papoose Mountain. Mais bref, on s'est dit que ce serait un endroit idéal. Donc, quand on a décidé de développer cette base pour développer des avions, il y avait déjà des petites installations qui avaient été mises en place, soit pour accueillir un éventuel contingent pour une bombe atomique ou pour faire quelques tests avec des pilotes dans des avions qu'on appelait des avions d'essai, tout ça. Donc, on avait développé, il y avait quelques petits baraquements qui étaient déjà là. Donc, on a amélioré ces installations, on a construit une longue piste d'atterrissage, tout ça. Donc, Lazar, cette base-là, elle est ultra secrète, on le comprend bien. Alors, bon, Lazar a dit dans les années 80, j'ai travaillé dans cette base, en fait, de l'autre côté de la montagne, il y avait des hangars cachés sous la terre, on allait là en autobus, et là, ensuite, on faisait de la rétro-ingénierie sur des engins extraterrestres récupérés par le département de la Défense. Et là, notre travail, c'était de démonter ces objets-là pour voir de quelle manière on pourrait adapter cette technologie sur des avions du département de la Défense de l'armée de l'air américaine. Alors, au moment où il dit ça, dans les années 80... Personne ne peut vérifier, là. Personne ne peut vérifier. On a une photographie qui a été prise par un satellite russe qui nous montre la zone 51. Alors, lui, il peut raconter n'importe quoi. Y a-t-il réellement des hangars de l'autre côté de la montagne? Comme l'endroit est un endroit militarisé et interdit d'accès, personne ne peut vérifier ça. Ça se peut, tout est possible. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est passé de quelques satellites à la fin des années 60 à des milliers de satellites autour de la Terre. Et il y a à la fois les satellites qui appartiennent à des agences privées, il y a des satellites qui appartiennent à des agences publiques, et il y a des satellites qui sont militaires. Et toute cette belle quincaillerie tourne autour de nous, prend des photographies, et les gens s'en rendent pas compte, mais... Par exemple, tu as les satellites militaires, mais il y a également des compagnies qui photographient continuellement la Terre au complet pour fournir des photographies géologiques à des différentes organisations qui font soit de la prospection, de la recherche, des relevés. Oui, ça fait du sens. Donc, si toi, par exemple, tu voudrais avoir une photographie de la région, tu peux contacter une de ces compagnies et elles vont regarder à quel moment un de leurs satellites va passer au-dessus de la région que tu souhaites, puis ils vont prendre des photographies. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ont des catalogues qui couvrent les régions qui sont survolées par leurs satellites. Donc, par exemple, ils ont 15 satellites au-dessus de l'Afrique. Donc, si tu veux des photos particulières de l'Afrique, tu vas contacter cette compagnie-là qui est spécialisée, qui est capable de cartographier complètement l'Afrique. Les moindres endroits de l'Afrique peuvent être cartographiés. Donc, tu comprends que si tu veux une photo de la zone 51, tu contactes cette compagnie-là, puis ils vont t'en fournir des photos de la zone. Alors, tu n'as pas le droit de survoler l'espace au-dessus de la zone, mais il n'y a rien qui interdit à un satellite d'aller au-dessus de la zone. Donc là, tu comprends, elle est là, la différence. Tu ne pourrais pas arriver avec ton petit Cessna au-dessus de la zone 51. Mais si tu peux, là, mais tu ne traverseras pas. Ah, tu as tout à fait raison. Tu as le droit de le faire, mais fais-toi pas pogner. Mais les satellites, ça échappe à cette règle-là. Donc, on peut prendre des photographies. Or, quand tu regardes des photographies qui ont été prises de la zone 51, et j'en ai des dizaines à la maison qui ont été prises par des organismes privés, on voit bien que là où Bob Lazar disait qu'il y avait des hangars,
il n'y a rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Même pas une route? Il n'y a même pas une route, il n'y a même pas un sentier qui va à cet endroit-là. Rien du tout. Même pas une toilette chimique qui pourrait servir à dissimuler l'entrée des ingénieurs. Il n'y a strictement rien. Donc, est-ce que c'est vrai d'abord qu'il y a des logbooks, des satellites? C'est ce que j'allais te dire. OK. Effectivement. Donc, maintenant, on sait ça. Hein. Par contre, les compagnies qui exploitent ces satellites doivent informer les services militaires des pays qu'elles survolent à quel moment les satellites se trouvent au-dessus de ces endroits. Donc, le département de la Défense a aussi un logbook, comme tu dis, de tous les satellites qui passent au-dessus de la zone 51 et ils s'assurent de faire des vols d'essai de leurs prototypes alors qu'il n'y a pas de satellite. Ça devient un peu compliqué. C'est un peu comme les fenêtres de lancement lorsqu'on parle de vols spatiaux. Oui. Hein? S'il fait pas beau, faut tu remettre ça. Tu remets ça. Okay. Donc, dans le cas des militaires, eux, la fenêtre de lancement, c'est à quel moment il n'y a pas de satellite au-dessus de la zone pour être certain que s'ils prennent une photo à ce moment-là, on ne voit pas le prototype. Et parfois, ça ne fonctionne pas toujours parce qu'il y a quelques photographies qui circulent de la zone 51. On voit, par exemple, des satellites. Par exemple, sur des photos de satellites, on voit des drones. On voit, par exemple, avant même qu'ils soient commercialisés, on avait un drone Sentinelle. Un drone Sentinelle, pour les gens qui nous écoutent, ça ressemble un peu au fameux avion B-2, un peu comme une aile, sauf que c'est sans pilote. Hein, ça ressemble à un boomerang sans pilote. Hein, ça, c'est un Sentinelle. Mais il y a une photo qui a été prise il y a quelques années, avant même que les drones Sentinelles soient utilisés. On voit une photo d'un drone Sentinelle sur une piste à la base. Et ça, c'est pas supposé. C'est pas supposé. En théorie, quand les gens ont sorti le drone Sentinelle sur la piste, ils n'avaient pas pris en compte qu'il pouvait y avoir un satellite qui prendrait une photo à ce moment-là, et malheureusement, il y en a une. Donc, on a dit, il y a un curieux avion en forme triangulaire sur la piste, mais c'était un drone. Mais bon, ça a été sans dommage, ultimement, mais on voit qu'on doit tenir compte de ça, et tu as tout à fait raison. Maintenant, plus les années s'écoulent, plus il y a de mécanismes de ce type-là dans le ciel, bien, plus on doit considérer la présence de ces satellites si on veut procéder à des essais sur des avions militaires secrets, comme ça a été le cas, par exemple, à l'époque des années 50, avec le U-2 ou le SR-71, et plus tardivement, dans les années 80, hein, la technologie des avions furtifs, le F-117A Stealth Fighter, ou encore le B-2, ce sont des avions qui disposent de cette technologie furtive, et qui a été un gros avantage pour les Américains, principalement dans la guerre du Golfe, quand ils ont sorti les avions furtifs. Là, c'était des avions qui échappaient littéralement aux forces ennemies. Là. On ne pouvait pas les voir sur les radars. C'était extraordinaire. C'est une technologie fabuleuse. Donc, on a tous ces éléments-là, et tu as tout à fait raison de souligner cet élément que maintenant les militaires doivent tenir compte de la présence de satellites au-dessus des bases. Mais tout ça nous ramène à cette idée des ufologues et quand je dis ufologues, on s'entend bien, ce sont ceux qui défendent l'hypothèse extraterrestre, parce que je connais plein d'ufologues qui sont très posés par rapport à la question des ovnis. C'est un sujet intéressant, mais avant de crier aux extraterrestres, essayons de décanter l'information. Or, ceux qui défendent l'hypothèse extraterrestre, la deuxième publication de ce rapport devrait leur dire, ben voilà, peut-être qu'un cigare n'est qu'un cigare, mais au lieu de faire ça, c'est étonnant de voir au cours des dernières semaines comment on en est revenu à la case départ, on en est revenu à la mentalité des années 60. Il y a de plus en plus de sites Internet alimentés par des amateurs d'ovnis qui, à nouveau, ont repris l'hypothèse du complot. Est-ce que les gens ont besoin de croire? Ça serait tout ça? Ouais, Est-ce que les preuves sont là? En fait, les preuves sont pas là. Les preuves sont pas là. C'est ça, c'est l'absence de preuves. Évidemment, on peut toujours se dire, oui, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Mais à un moment donné, après, ça fait quand même 80 ans qu'on enquête sur les ovnis et on n'a pas jamais vu. Ça fait 50 ans qu'on dit la même chose. Exactement la même chose. Il y a toutes les fois. Puis c'est pas seulement les Américains. Les Américains ont dit ça dans le projet Blue Book. Ils le répètent en 2023. Le GEPAN en France disait exactement la même chose. Dans les années 90, les Britanniques ont mis de l'avant également un projet pour enquêter sur les ovnis, projet secret qui s'appelait le projet Condign. Et le projet Condign a fini en disant il y a des observations intéressantes, mais rien qui laisse croire à une technologie exotique ou extraterrestre. Okay. Donc, combien de fois faudra-t-il le répéter? Et ce qui est plus inquiétant, c'est que non seulement aujourd'hui, 2023, on voit sur les sites Internet d'amateurs d'ovnis où on reprend l'hypothèse du complot, mais on va le voir en une petite vidéo. Non seulement les articles commencent à se multiplier où on nous ressort cette idée-là, est-ce que le gouvernement américain nous cache des informations sur les ovnis? Le pourrait-il? Hein, on doit aussi se poser la question. Le pourrait-il? Et
dans cette foulée d'articles ou dans cette foulée de doléances contre le département de la Défense qui nous cache des choses, il y a même des élus qui emboîtent le pas. Il y a notamment un républicain du Tennessee, Tim Burchett, qui est un bon républicain ami de Donald Trump, et qui lui dit, le gouvernement nous cache des choses. Or, faut-il s'étonner quand on regarde que durant mais c'est vrai! Oui. Mais en même temps, c'est vrai, on nous cache des choses, mais encore une fois, c'est l'hypothèse extraterrestre qui est véhiculée. On comprend que dans l'administration de Donald Trump, les théories du complot étaient monnaie courante. Donc, faut-il s'étonner de voir un républicain adepte des théories du complot pointer du doigt le département de la Défense en disant on nous cache de l'information, il y a sûrement des extraterrestres, etc. Donc, c'est un retour à la case départ, et je me demande éventuellement... Les gens disent, les amateurs d'OVNI ont tendance à répéter « il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse sur les OVNIs », ce qui n'est pas vrai, mais on doit se poser la question, qu'est-ce que ces gens-là entendent par une enquête sérieuse? Est-ce qu'une enquête sérieuse, c'est une enquête qui dirait « oui, les OVNIs sont des engins extraterrestres », je pense que c'est la seule voie pour eux. Une enquête sérieuse, c'est une enquête qui conclut en l'existence des extraterrestres. Toute autre enquête qui irait vers une autre conclusion serait fondamentalement... Et ça nous approche des fameuses théories du complot. Aujourd'hui, l'ufologie, l'étude des ovnis, est devenue un peu, je dirais, tributaire de toute cette mentalité des théories du complot. C'est tu es avec moi ou tu es contre moi. Et toute autre hypothèse devient un mécanisme du complot. Donc, on a ceux qui croient aux extraterrestres, aux visites extraterrestres, et tout argumentaire qui essaie de faire appel au bon sens, en disant, mais là, à un moment donné, il faudra bien se rendre à l'évidence qu'on n'est peut-être pas visité par des extraterrestres. On devient nous-mêmes, ceux qui tiennent ce discours-là, deviennent des rouages d'une théorie du complot. Et tu as mentionné le besoin de croire. Je pense que là aussi, dans l'univers des ovnis, comme dans l'univers des théories du complot, on flirte avec la même pensée, à savoir que les gens qui disent on est visité par des extraterrestres, l'idée c'est de dire en même temps, je fais partie d'une élite. Je sais quelque chose que des gens ne savent pas. Je suis soudainement le porteur de lumière. J'appartiens à. J'appartiens à, j'ai la vérité. Je sais la vérité que vous ne savez pas. Et si tu regardes les théories du complot, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Ces gens-là s'alimentent eux-mêmes sur des sites complotistes. C'est le discours « je sais quelque chose que les autres ne savent pas ». Vous êtes des moutons, mais moi je fais partie de l'élite. Et le gouvernement nous cache des choses. C'est une révélation en devenir. Or, cette révélation en devenir, elle n'arrive finalement jamais. Mais ces gens-là se complaisent dans une espèce de bulle où la croyance est plus importante que la connaissance. Là où ils ont raison, c'est que le gouvernement et l'armée ont toujours, depuis le début, manipulé le narratif, mais pas pour les raisons qu'eux croient. Exactement. Donc, on l'a vu, Roswell, possiblement la dissimulation d'un projet secret pour espionner les Russes s'ils faisaient sauter une bombe atomique. Les années 50-60, les projets d'enquête sur les ovnis ont servi d'écran pour dissimuler des programmes d'essai sur des avions secrets espions, comme le U-2, le SR-71 Blackbird. Et aujourd'hui, la question des ovnis, elle est moins cachée, on manipule moins le discours, mais on sent bien que derrière ce discours-là, on n'enquête pas sur des extraterrestres, mais on enquête sur possiblement des drones d'origine chinoise, nord-coréenne ou russe. C'est vraiment cette vision-là qui nous ramène toujours, finalement, à des objets relativement conventionnels. M. Page, ça a été un grand, grand plaisir. On a fait 2 heures, quelque chose. On a fait 1h15. Ah, ouais. Alors que moi, je me disais, on va faire 30 minutes. OK. Regarde, comme d'habitude. C'est ça le Lab Secret, exactement. Oui. On s'en fait un autre bientôt? Oui, on s'en fait un autre bientôt. Puis je vais te parler de la réécriture de l'histoire. Hein? Je vais te parler de la réécriture de l'histoire. Peut-on réécrire l'histoire? Oh, j'ai des nouvelles pour toi, ça se fait déjà. Je suis surpris. Bonne semaine tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.